Je voudrais quand même rappeler que le Cameroun, en Afrique, le Cameroun n'est pas le seul pays dont les compatriotes font recours à ce genre de méthode, soi-disant pour exprimer leurs ressentiments politiques. On a vu quelques images du Congo, d'autres pays. Oui, on en a vu au Sénégal. Lorsque Ousmane Sanko a été emprisonné au Sénégal, je pense qu'il y a eu un mouvement d'humeur de la sorte de la part des Sénégalais de France, peut-être même beaucoup plus violent, voilà, qui reprochait donc au régime de vouloir utiliser les institutions judiciaires pour museler l'opposition. On en a vu également avec des ressortissants ivoiriens de France, des Congolais, de la RDC, des Congolais du Congo-Brazza. Donc en fait, c'est devenu un peu comme un rituel au sein des communautés africaines pour s'exprimer. Pour exprimer ce qu'ils ne peuvent pas exprimer directement parce que beaucoup considèrent qu'ils sont en exil, non seulement pour des raisons économiques et alimentaires, mais aussi pour certains parce que bon, ils ne trouvent pas chez eux le régime de la liberté, le régime factuel des libertés qui leur aurait permis d'exprimer leurs idées dans le cadre d'un environnement politique convenable. On a tendance à manipuler et à dire c'est tel parti qui a organisé cela. On oublie de dire que dans la période coloniale, même le gouvernement organisait ce genre de choses, ce genre d'actions. Alors, tel qu'on vous suit développer, Président, est-ce qu'on peut s'imaginer que, quelque part, le gouvernement serait peut-être derrière pour orchestrer une telle machination et justement jeter l'opprobre sur l'opposition? Je ne peux pas l'affirmer. Je ne peux pas l'affirmer. Mais ce que je n'accepte pas, c'est qu'on mette sous la bannière d'un parti politique qui, lui, est clair, il dit « je ne les connais pas, ils ne font pas partie ». Mais on insiste, on insiste, on insiste. Et ça me rappelle donc la période coloniale. Parce que ce type, et nous sommes en train de nous rapprocher au fur et à mesure de cette période. Et on doit faire attention. On doit faire attention parce que ce n'est pas une période qui nous a laissé de bons souvenirs. Donc, si on est en démocratie, revenons, respectons les règles. N'est-ce pas? Respectons les règles et puis avançons. Mettons en place un mécanisme consensuel qui puisse permettre que demain, on puisse féliciter celui qui a gagné. Or, nous nous trouvons dans un espace où on ne sait pas où est-ce qu'on va. Est-ce que les lois sont respectées? Moi, j'ai des avocats devant moi, ça tombe bien. On aura surtout l'occasion de leur poser la question si aujourd'hui, on va dire que les lois sont respectées au Cameroun. Jusqu'à preuve de contraire, je pensais que quand il y a un jugement, tout le monde devait le respecter. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a le tribunal qui prend des décisions, l'administration qui en prend d'autres, ça chevauche comme ça. Je ne sais pas si pour l'éducation de nos enfants, ce serait une bonne chose de continuer comme ça. Il faut faire une pause et puis revenir, n'est-ce pas, sur les fondamentaux. Parce que là, on est en train de partir dans tous les sens. Merci, Président Cyril Sambaka, pour cette première prise de parole. Vous posez là les jalons de ce grand débat, comme nous l'avons appelé le grand moment de la télévision. Alors tout ceci, ça met quand même en exergue un type de comportement et nous avons la chance d'avoir un spécialiste du comportement sur le plateau ce soir. Professeur Maurice, lorsqu'on voit des agissements comme ceci, on a bien envie de comprendre qu'est-ce qui peut être justement à l'origine de ce type de comportement. Qu'est-ce qui peut pousser les Camerounais ou alors les ressortissants d'un pays comme le Cameroun à agir de la sorte, surtout n'ignorant pas tout ce que ça peut jeter comme discrédit sur le Cameroun sur le plan diplomatique. Bon tiens, en tant que citoyen, hein, camerounais comme tous les autres, républicains au-dessus de tout, forcément, on ne souhaite pas que ce genre de choses se passe, surtout que nous sommes ici, comme le président Sambaka dit tout à l'heure, au plan international, et qu'il s'agit ici de l'image de notre pays qui est engagée. Bon, ça, en tant que citoyen, en tant que Camerounais, je suis embêté que ce genre de situation arrive. Et je n'ai pas suffisamment d'étoffe politique ou administrative pour dire je condamne, parce que le mot je condamne c'est un bien trop gros mot. Je condamne, qu'est-ce que ça veut dire je condamne? Je ne sais pas. Dire peut-être je ne suis pas d'accord, peut-être encore il faut l'accepter ainsi. Mais au-delà de tout ça, je voudrais dans la posture de spécialiste des questions sociales plutôt m'interroger. Oui, ça dit que je préfère simplement susciter un certain nombre d'interrogations. Nous vous suivons, nous écoutons. Comment en est-on arrivé là? Tout à fait. Pourquoi est-ce que cela est arrivé? Quelle est la genèse
de ce qui est arrivé. C'est un phénomène social, comme vous avez qualifié de comportement. Il y a un comportement, et à la base d'un comportement, il y a un ensemble d'éléments circonstanciels qui conduisent à un comportement. Nous avons ici des compatriotes qui se sont comportés d'une certaine manière hors du pays. La question n'est pas de, enfin, le problème, c'est pas, si vous voulez, la sortie, c'est pas de condamner, mais c'est de se poser des questions les bonnes. Pourquoi on est arrivé là? Qu'est-ce qui a fait qu'on en arrive là? Et là, je pourrais peut-être interroger l'histoire. Allez-y. Interroger l'histoire. Et me poser la question de savoir ceux qui sont à l'origine de ce mouvement, qui sont-ils? Bon, j'ai regardé tout aussi, comme vous, n'est-ce pas, les images, les sons et tout, mais à aucun moment je n'ai entendu parler de basse. Ça veut dire que je n'ai pas vu quelqu'un qui soit tenu là, il dit « Je suis leader d'un mouvement qui s'appellerait basse, oui. Voici l'idéologie que je défends. » Et cette idéologie est rattachée à tel homme politique ou à tel courant politique de mon pays. C'est escalite que je suis en train d'agir là où je suis. J'ai vu seulement un ensemble de personnes qui, par leur drapeau, me montrent qu'ils sont des Camerounais et qui se sont attaqués à d'autres Camerounais, fussent-ils ministres, mais en fait, ils se sont attaqués à notre Camerounais. Donc, alors, si c'est établi qu'il s'agit, comme on le dit, de la basse, en ce moment, il faudrait s'interroger sur l'origine de la basse. D'où vient-elle? La basse vient d'où? Et comment en est-elle arrivée là? Qu'est-ce qu'elle revendique concrètement? Et là, lorsqu'on aura, n'est-ce pas, si vous voulez, lorsqu'on aura éclairé tous ces éléments, peut-être, probablement, on trouvera une explication. Je voudrais sortir en disant que visiblement c'est des Camerounais qui ne sont pas contents, tel qu'on a vu. Contents de Forcément, quoi? ils ne sont pas contents. Contents de la façon dont le pays est peut-être gouverné. De quoi sont-ils contents? Semble-t-il, ils ne sont pas contents de la manière dont les choses sont faites dans ce pays. Mais il n'y a pas seulement là-bas que les gens ne sont pas contents. Même ici, à l'intérieur, il y a des gens qui ne sont pas du tout contents. Bon, mais est-ce que si les gens ne sont pas contents, est-ce que c'est de cette façon-là qu'il faut manifester son mécontentement? Bon, ici, c'est vrai que l'explication est tout trouvée. Ici, au pays, il y a quand même la vigilance de l'autorité administrative qui fait que, quel que soit le niveau de mécontentement, on s'étouffe. Mais avec le risque d'implosion aussi que cela comporte. Là-bas, au nom de la tolérance, d'une certaine tolérance, ou si vous voulez, d'une certaine liberté d'action et d'opinion, peut-être ils ont trouvé le champ propice pour agir. Bon, maintenant, lorsque j'ai dit tout ça, j'ai dit je ne vais pas donner une opinion politique, je me limite ici sur ce plateau à ne faire que des analyses sous un angle sociologique. Mais Désiré Sikati, nous avons la chance de vous avoir, comme nous l'avons dit. Alors on parle entre autres d'une certaine frustration qui prend justement des proportions dans notre pays et qui amène justement les jeunes à partir du pays pour peut-être aller se battre ailleurs. Mais justement, si on revient sur ce cas que nous avons vu en image, notamment cette violence sur un ministre, quelques panélistes ici ont apporté quelques bribes d'explications. Mais nous voulons savoir, lorsque des officiels camerounais sont attaqués, par exemple, à l'extérieur, que dit par exemple le droit international sur ces cas-là? C'est vrai que bon nombre de personnes poseraient aussi la question de savoir que font les officiels camerounais pour la protection des Camerounais. Mais on reste sur notamment le plan du droit. Est-ce que ces pays qui hébergent nos officiels pourraient peut-être rendre des comptes au Cameroun? Ben déjà, je pense que d'emblée, avant de répondre à votre question, il faut peut-être, à mon sens, planter un tout petit peu le décor en disant que parler de cet événement comme un cas nouveau serait faire une erreur, parce que je pense que depuis 2018, depuis l'élection présidentielle 2018, on a eu beaucoup d'événements de cette nature. Et lesquels événements ont souvent impliqué, d'ailleurs ont toujours impliqué des compatriotes qui se clamaient de la basse. Ça, on ne peut pas le contester parce que je pense que c'est la énième fois que ces compatriotes font recours à ce genre de méthode d'expression politique. Parce qu'ils estiment qu'à travers ce type d'acte-là, ils sont en train de porter un message sur le plan politique.
À mon sens, le vrai problème qui se pose n'est pas celui de savoir si il faut condamner ou bien s'il ne faut pas condamner, parce que en décidant de condamner ou de ne pas condamner, on rentre de plein pied dans le statut du juge. Ça veut dire qu'on se retrouve en train de vouloir apprécier est-ce qu'ils ont eu raison de le faire, est-ce qu'ils n'ont pas eu raison de le faire. Je pense que la posture la plus idoine qu'il faudrait prendre pour expliquer ce qui se passe, c'est la posture, disons, chercher à savoir pourquoi on en arrive là. Qu'est-ce qu'ils disent les gens de la base pour justifier leurs actes? C'est ce qu'il faut c'est à ces questions-là qu'il faudrait répondre. Maintenant, je pense aussi que s'agissant d'un événement qui implique un certain nombre de compatriotes qui sont pour la plupart basés à l'étranger, je me serais attendu à ce que, vous pensiez aussi à peut-être dans le mécanisme de la nouvelle technologie à travers la vidéoconférence, peut-être convier un des membres de la BAS à cette émission, une intervention à distance pour qu'il vous explique quelles sont les raisons pour lesquelles il pose des actes de cette nature. Voilà, donc je pense pas qu'il soit de notre rôle, parce que j'estime qu'il faut que des explications soient apportées. Maintenant, les explications ne peuvent être apportées que par ceux qui posent les actes. Il n'est pas je me trouve dans une position inconfortable que de vouloir expliquer ce qui n'est pas de mon ressort. Parce que je dois avouer que, comme tous les Camerounais, je découvre ça sur les médias sociaux avec beaucoup de surprises. Et c'est, à mon avis, un peu trop demandé à des Camerounais qui ne sont pas impliqués de juger, de dire si c'est bon ou bien si c'est pas bon. Je voudrais quand même rappeler que le Cameroun, en Afrique, le Cameroun n'est pas le seul pays dont les compatriotes font recours à ce genre de méthode, soi-disant pour exprimer leurs sentiments politiques. On a vu quelques images du Congo, d'autres pays. Oui, on en a vu au Sénégal. Lorsque Ousmane Sonko a été emprisonné au Sénégal, je pense qu'il y a eu un mouvement d'humeur de la sorte de la part des Sénégalais de France, peut-être même beaucoup plus violent, qui reprochait au régime de vouloir utiliser les institutions judiciaires pour museler l'opposition. On en a vu également avec des ressortissants ivoiriens de France, des Congolais, de la RDC, des Congolais du Congo-Brazza. Donc en fait, c'est devenu un peu comme un rituel au sein des communautés africaines pour s'exprimer. Pour exprimer ce qu'ils ne peuvent pas exprimer directement, parce que beaucoup considèrent qu'ils sont en exil, non seulement pour des raisons économiques et alimentaires, mais aussi pour certains parce que ils ne trouvent pas chez eux le régime de la liberté, le régime factuel des libertés qui leur aurait permis d'exprimer leurs idées dans le cadre d'un environnement politique convenable. Maintenant, la question qu'on peut aussi se poser, c'est et qui m'amène à répondre peut-être de façon indirecte à votre question, c'est celle de savoir si, dans le contexte occidental, il est souvent fait recours. Est-ce qu'on a des organisations qui font recours à ce type d'acte-là pour se faire comprendre? Je pense que, en tant que journaliste, certainement, vous avez entendu parler des gilets jaunes en France. Tout à fait. Voilà, des gilets jaunes, des organisations syndicales qui n'ont pas pour leitmotiv de s'exprimer de façon violente, mais qui n'hésitent pas à recourir à des actes souvent qualifiés de violents pour s'exprimer. Et vous aurez constaté que le système judiciaire européen considère ces actes-là comme des actes de brutalité tolérables, au demeurant explicables sur le plan politique, parce que jusqu'à maintenant, en dépit de tout le saccage que certains gilets jaunes ont fait en France, au moment où vous et moi discutons sur ce plateau, alors que s'ils avaient été en Afrique, ils auraient été emprisonnés dans beaucoup de pays pour atteindre la sécurité, la sûreté de l'État. Oui. En France, aucun d'entre eux ne fait l'objet d'une mesure de condamnation judiciaire. Donc c'est un peu comme pour dire que, à mon avis, je pense que nos compatriotes qui sont là-bas exploitent une certaine forme de comportement qui est toléré dans ces sociétés-là et qui n'est pas forcément accepté chez nous. Pas parce que c'est des actes tellement gravissimes, mais tout simplement parce que nous sommes dans un contexte, la plupart des pays africains, notamment les pays de l'espace francophone, qui ont des longues dictatures au pouvoir, sont dans une situation où on ne tolère pas une forme d'expression. Donc il aurait fait en Afrique
au Cameroun qui seraient sévèrement condamnés. Bon, maintenant, vous avez posé aussi le problème de la question de savoir quelle est la position de la loi par rapport à ça. Moi, je dirais on va sortir par là, oui. Oui, c'est pas une question. Vous avez utilisé le terme droit international. C'est pas une question de droit international. C'est une question de droit français. Parce que les faits se passent en France. La loi française dit que les actes qui sont posés en France sont jugés en France selon la loi française. Donc maintenant, si les autorités camerounaises estiment qu'il y a des infractions qui peuvent être collées sur le dos de ces compatriotes-là, je pense qu'elles ont intérêt à porter le contentieux devant la justice française. Mais ce qui est certain, c'est que c'est pas un problème de droit international, parce que le droit international n'a jamais régulé la contestation portée par un étranger dans un territoire qui est un peu comme son territoire d'asile politique. Maintenant, je pense aussi qu'il faudrait peut-être avoir de la mesure pour savoir se poser des questions quant à cette forme d'instrumentalisation et de récupération qui semble être faite par le régime. Parce que vous voyez très bien de quelle manière? Oui, la récupération, c'est-à-dire on se sert de ce qui est la base à faire pour dire, bon voilà, vraiment, il y a tous ceux qui contestent le régime, sont des casseurs, sont des saboteurs, donc on essaie de tirer des bénéfices politiques des actes qui ont été posés. C'est à ce moment que c'est là où je me pose la question de savoir, mais à la fin, est-ce que ceux du gouvernement ou bien les sympathisants du régime qui dénoncent les actes de la brigade Assis Sardina et qui en même temps donnent l'impression d'en tirer des lauriers sur le plan politique pour présenter les contestataires du régime, même les contestataires légitimes du régime, comme des gens qui sont contre le Cameroun. Est-ce qu'à ce moment-là, on ne devrait pas s'interroger sur la question de savoir si même ce régime ne fait pas sciemment de mettre certains de ses représentants dans des situations conflictuelles afin que des actes comme ça soient posés et que ça fasse les choux gras des débats, oui, et que ça fasse les choux gras de la presse. De toutes les façons que ça profite au régime. Oui, c'est la question que je me pose. Merci beaucoup, maître. On revient à vous. Alors, président Cyril Sambaka, on a vu des officiels dans d'autres pays se déplacer, normalement avoir toute une ceinture, un cordon sécuritaire autour d'eux. Alors, maître Sikati parle ici notamment de quelques éléments qui se fait peut-être à esprit, à dessein, pour jeter le propre sur l'opposition, pour justement tirer des profits politiques. Alors, la question que nous vous posons, est-ce que le gouvernement peut être comptable de ce genre de fait pour n'avoir pas suffisamment sécurisé ses officiels? On sait quand même que bien avant l'attaque du ministre, il y a d'abord eu d'autres officiels, notamment le professeur qui a été enfariné, et la sortie évidemment du ministre qui disait qu'on l'a raté, il est là, et quelques jours après, cette fois-là, on l'avait plus raté. Alors moi, ce qui m'a d'abord choqué, c'est le fait qu'on ait convoqué l'ambassadeur belge. Oui, le MINREX, oui, lui a signifié son mécontentement. Dans le monde entier, ce genre d'action est assez rare. Mais en ce qui concerne la base, je pense qu'ils ont déjà fait des actions et que tant que ce pouvoir est en place, il faut savoir que des actions comme celle-là vont être répétées. Alors, si on vous comprend bien, c'est lié au pouvoir. Tant que le pouvoir ne va pas changer, la base sera toujours... Je parle que de leurs revendications. Oui. Moi, je n'invente rien. Je suis un observateur. Et je constate que ce sont des opérations qui ne sont pas la première fois. Donc, en réalité, moi, je pense que c'est le gouvernement camerounais, notamment l'ambassade du Cameroun, qui a en son sein des policiers et tout, qui devrait prendre des dispositions. Oui. Bon, je ne pense pas qu'un pays comme la Belgique avait prévu qu'une chose pareille peut arriver. Si, ma foi, l'ambassadeur et son personnel avaient prévenu la police, forcément que la police aurait sécurisé l'endroit. Et vous voyez que ce n'était pas à l'ambassade, c'était dans un hôtel. Et cet hôtel n'était pas fermé parce qu'il y avait une conférence. L'hôtel était ouvert. Donc c'était à eux de prendre des dispositions de sécurité. C'est-à-dire à l'ambassade du Cameroun, de tout faire pour prendre des dispositions ou de demander un renfort discret pour que une opération comme celle-là ne puisse pas se... Mais quand on appelle l'ambassadeur de Belgique pour lui remonter les bretelles, moi ça me surprend. Ça me surprend parce que ils ne sont pas
Madame Soleil, pour savoir que désormais, les Camerounais, et puis évidemment, peuvent être suspectés des gens qui arrivent et manifestent malheureusement. Moi, j'ai vu l'ambassadeur avec du sang qui coulait. Tout à fait. Alors, à ce moment-là, moi, je suis pas avocat, je suis pas de la justice. Je ne sais pas si la farine et le sang sont considérés de la même façon. Mais ça ne fait pas bonne figure d'avoir un ambassadeur d'un pays, parce que c'est l'ambassadeur du Cameroun. Même si il a été nommé par quelqu'un qu'on conteste, n'est-ce pas? C'est l'ambassadeur du Cameroun. C'est lui qui est la vitrine du Cameroun là-bas. Si on le voit ensanglanté, ce n'est pas du tout une bonne chose. C'est choquant. Oui. Vous comprenez? Moi, personnellement, ça m'a choqué. Parce que je me suis dit, il faut chercher d'autres moyens de manifestation, mais il ne faut pas faire couler le sang, parce qu'un accident était vite arrivé, et ce monsieur pouvait être mort aujourd'hui. Tout à fait.